Et donc je vais commencer pour me présenter à tenter de répondre à ces questions. Alors qui suis-je? J'aime bien la citation de Krishnamurti qui met en évidence que définir qui on est, c'est jamais très simple, c'est généralement très réducteur. Est-ce que je suis mon état civil? Est-ce que je suis ma profession? Comment répondre à ça? C'est aussi une quête que l'on découvre progressivement. Alors je vais quand même y répondre d'une certaine manière, qui je suis. Je suis ce bébé. Je suis aussi la personne qui se tient devant vous. Je suis aussi un professionnel. Là, c'était il y a 3 jours au Cameroun. Je suis aussi une personne qui cherche, qui se cherche, qui fait des rencontres, dont Edward Stack. Mais je suis aussi une histoire. Et c'est cette histoire qui définit déjà d'une certaine manière ma trajectoire, puisqu'il n'y a pas de hasard, on vient de quelque part. Et la question qui se pose sur les trajectoires choisies ou subies, c'est à partir de quel moment est-ce que l'on peut orienter finalement le cours de sa vie. Alors ça, c'est un petit outil que je m'étais fait pour raisonner travailler suite à une séance avec Edward Stack sur la liberté de s'accomplir. Le fait que qui nous sommes, c'est dynamique, c'est un changement permanent. Je ne suis déjà plus celui que j'étais hier et je ne serai pas exactement le même tout à l'heure après ce moment passé ensemble. Et donc, là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Ce qui rejoint un petit peu la citation de Sénèque, mais je vais un petit peu plus loin avec la notion de volonté, puisqu'il s'agit aussi de vision. Et c'est cette volonté qui m'amène à essayer de répondre à la question où est-ce que je me dirige. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil à mon avion qui avait 4 heures de retard ce matin. Je suis parti de Douala, j'allais à Paris. À ce moment-là, je me dirigeais vers Paris. Mais c'est aussi pour mettre en évidence les ponts, parce que le projet 9 Steps, il n'y a pas de hasard. C'est mes origines, ma trajectoire font que j'ai un lien avec l'Afrique, un lien avec l'Europe, et qui m'a amené à essayer de construire, de mener tout ça de front, parce que quand il s'agit de se connaître, il y a aussi comment est-ce qu'on compose avec les différentes parties de soi, comment est-ce qu'on se rattache à ses origines que l'on ne peut pas nier, toutes ces choses qui nous enrichissent progressivement. Et tout ça m'a amené à chercher, donc dans ce travail, dans cette quête, à identifier au fur et à mesure qu'il y avait quand même une trame, une trajectoire, qui n'avait pas, me concernant, des évidences qui se sont faites au fur et à mesure, des expériences vécues, et qui m'ont amené à toujours chercher finalement à sortir un petit peu de la zone de confort, parce que le questionnement sur soi, c'est aussi une remise en question. L'intérêt, c'est de découvrir d'autres choses, donc se mettre, on va dire, d'une certaine façon à l'épreuve. Mais tout ça porté par des valeurs, une vision qui est partagée, qui n'est pas forcément, bien évidemment, pas que la mienne. Et je me permets de citer ici des personnages célèbres et très forts en termes de valeurs. Le projet 9 Steps, c'est aussi partager, voilà, toutes ces choses-là que l'on porte en soi. En termes de leadership, 9 Steps s'adresse autant à des entreprises, des professionnels qu'à des particuliers. Je fais un petit lien ici avec les philosophies un petit peu plus bouddhistes, parce que l'idée du partage, c'est d'amener toutes ces valeurs que l'on retrouve finalement dans toutes les cultures. Il n'y a pas une culture en particulier qui s'approprie ces valeurs qui sont de toute manière ancestrales. Et la prise de conscience, à partir du moment où on sait, il est temps d'agir, on ne peut plus continuer à faire finalement comme si on ne savait pas. Quand on commence à savoir ce que l'on veut, ce dont on a besoin, il faut y aller, il faut se donner les moyens, il faut avancer. Et c'est toute l'idée du projet 9 Steps, puisque se mettre en mouvement, alors ça c'est une citation que j'adorais mettre après chacune des études que je rendais, certaines personnes ici l'ont déjà vu. Je m'amusais à mettre ça pour démontrer que je peux vous sortir la meilleure des méthodes.
l'exécution, la mise en œuvre est quand même très importante. Ce qui me ramène à la liberté de s'accomplir, à la rencontre avec Edward Stack, qui m'a transmis beaucoup de principes, de méthodes que j'ai cherché à mettre en œuvre et à partager. Alors le clin d'œil sur seul Dieu sait ce qu'un coach a bien pu dire à ce singe, c'est pour rappeler quand même qu'aujourd'hui c'est devenu tellement populaire, la notion de coaching, de développement personnel, qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Et qu'il s'agit quand même de partager des choses éprouvées et pas de se contenter à être dans des formes d'injonction et à distribuer des méthodes toutes faites et ramener aussi aux principes essentiels des choses. Et le projet Nine Steps, donc, comme je le disais, c'est avant tout un réseau d'alliés et de partenaires qui sont complémentaires. J'ai encore Edward Stack, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur ça. Il y a d'autres alliés au projet, tous des praticiens, des personnes de ressources qui m'aident à construire ça. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner toutes les personnes qui sont engagées dans une dynamique de changement. C'est quand même orienté en premier lieu pour des entreprises, pour des entrepreneurs ou des particuliers qui sont aussi dans une démarche de sortir de leur zone de confort et de construire progressivement ce qu'ils souhaitent, sachant que, je ne vais pas revenir sur l'image d'avant, mais il n'y a pas un seul modèle de réussite et c'est là où j'ai pour ma part du mal quand on s'enferme finalement dans une méthode, dans une pratique, et ce qui rejoint l'idée du projet Nine Steps de créer une plateforme qui permettra, une plateforme digitale pour apporter des ressources en accès permanent, mais aussi des applications qui vont être développées pour permettre justement d'exploiter ces ressources et que tout un chacun puisse aller chercher les ressources qui vont lui convenir le mieux. Bon, il y aura des outils derrière qui vont faire fonctionner tout ça alors c'est de l'auto-apprentissage guidé, on pourrait dire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les outils numériques permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais pas que. C'est aussi la volonté de partager dans des cercles d'échange. Et il y a déjà un cercle qui a été lancé il y a quelques mois, le cercle des enfants du Baobab et des Lumières, qui pour moi est l'occasion de partager, de reverser, on va dire, juste dans un cadre très personnel, différents sujets, méthodes, approches et d'échanger ensemble sur nos évolutions parce que ça a un effet miroir qui est très puissant et qu'on a une tendance à s'enfermer aussi dans nos vies, dans des images que l'on donne aux autres, que l'on se donne à soi-même et qui ne sont pas toujours très, on va dire, constructives. On s'enferme très vite dans des idées reçues de soi-même. Et le premier événement, demain, on va animer sur une journée un atelier pour travailler et approfondir un petit peu la question de prendre du recul, de la hauteur sur nos trajectoires de vie, se recentrer un petit peu, se re-questionner et bien évidemment, après, se reconnecter, identifier ses aspirations, ses désirs, les désirs essentiels. Comment mettre ces choses-là en œuvre, ça ne tombe pas du ciel. Peut-être que certaines personnes y arrivent spontanément. Il y a toujours des gens qui ont l'art de se mettre en œuvre tout seul. Mais il y a quand même des approches qui permettent d'arriver à structurer un petit peu mieux les choses, ses idées et construire sa trajectoire en fonction de ce que l'on peut identifier de soi, de ses attentes. Et voilà, donc ça se tiendra demain. Et je vais passer la parole à Edouard. Merci Pascal. Je vais essayer d'être le plus concentré possible pour qu'on puisse interagir. C'est si on échange que ça sera réussi. J'ai un texte dont je vais me servir très peu, mais Pascal vous l'enverra la semaine prochaine, comme ça vous ne serez pas frustrés. Il y a des choses que j'ai écrites en pensant à vous et que vous pourrez trouver dans ce texte-là. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie professionnelle, j'ai 76 ans et j'ai commencé à l'âge de 16 ans à m'occuper de sportifs.
Et à 19 ans, j'étais instructeur de musculation dans une maison des jeunes. Donc ça fait 60 ans de parcours d'accompagnement. Et un jour, j'ai trouvé cette phrase, « La vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé ailleurs. À quoi je passe ma vie? Est-ce que je prends le temps de me rencontrer moi-même » C'est pas si simple comme réponse. Moi, je suis passé par plusieurs itinéraires, mais pour vous donner ma photo de famille, ce livre a été écrit par un jeune juif de 15 ans qui était planqué dans ma maison natale, à 100 km au nord d'ici, près de Cognac. Et mon père, qui est né en Autriche-Hongrie et qui était germanophone, a accueilli cette famille de 42 à 45. Et il a écrit son journal d'Anne Frank dans ma maison. Et Jean aussi a échappé à la guerre. 50 personnes de leur famille ont été tuées par les nazis en Europe centrale. Et eux sont partis refonder leur vie professionnelle en Australie. Et mon neveu, qui est toujours en Charente, est allé visiter l'auteur de ce livre-là, qui a 90 ans maintenant. Et donc il y a 4 générations qui ont échangé autour de cette histoire. Donc je suis né dans une histoire de fou. En cherchant mes marques, je suis né de parents étrangers et j'ai obtenu la nationalité française à 16 ans. Et donc, ce n'est pas évident de trouver ces marques en termes d'identité. Je suis biculturel, j'étais imprégné dans la langue de mes parents. Donc, qui je suis, d'où je sors, à quel cercle j'appartiens, ce n'est pas évident du tout. Des questions que je me suis posées pendant longtemps. Je suis devenu un professionnel de la santé. Il y a des vocations précoces, des vocations tardives. Et moi, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai su que je voulais soigner les gens. J'ai lu le livre de Joseph Kessel, Les mains du miracle. Ça m'a donné envie de soigner les gens. Et j'apprenais les techniques de massage sportif avec mon frère qui était un champion local. Et moi, je massais les sportifs avant les courses, lui et ses copains, avant les courses de vélo qu'ils faisaient tous les dimanches. Donc j'ai commencé, avant même d'être professionnel, j'avais une activité d'entraîneur et de soigneur. Et j'ai changé plusieurs fois de métier. Aujourd'hui, depuis 35 ans, je suis coach et je forme des coachs. Mais j'entraîne des équipes de direction dans le monde entier à tirer tout le monde vers le haut, non seulement chaque membre de l'équipe, mais tous les salariés de l'entreprise pour leur faire confiance, les faire progresser, les faire travailler ensemble. Et je suis devenu un pro du travail en équipe performante. Mais alors que pendant les 10 premières années, je réparais les handicapés, je soignais les paralysés comme kiné. Donc c'est un chemin avec des changements de trajectoire, c'est pas un chemin linéaire du tout, c'est un chemin extrêmement hétéroclite. Mais pour trouver sa voie, il faut avoir une boussole. Votre boussole, Pascal en a parlé, c'est votre désir intérieur. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, vous êtes obligé d'être opportuniste et de profiter de ce qui se présente dans le décor. Je parlais avec Prudence tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Il y a ce que tu sais faire, il y a ce que tu peux faire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et si vous avez cette boussole qui vous pousse, ça vous aide, même s'il y a des détours, à aller vers ce qui vous intéresse vraiment. Après, vous êtes né dans un milieu plus ou moins favorable, plus ou moins porteur. Moi, mes parents étaient des gens incultes. Mon père a passé 6 mois de sa vie à l'école, mais il passait la moitié de ses nuits à lire. C'est un autodidacte incroyable. La curiosité sur le monde, je la tiens de lui. Il était curieux d'une manière absolument invraisemblable. Et il y a d'autres gens qui naissent dans des milieux plus soutenants, plus stimulants, mais ce n'est pas grave. Le psychiatre Boris Cyrulnik a parlé de résilience pour les gens qui naissent dans des conditions difficiles, et puis un jour, il y a quelqu'un qui leur tend la main. Mes parents accueillaient un autre juif après la guerre, qui était un rescapé d'Auschwitz. Il nettoyait les fours, comme il était jeune et vaillant, après les incinérations. Il a réussi à se planquer quand les Américains sont arrivés, avant que les nazis les flinguent. Et cet homme-là, il a vendu de la ferraille et de l'outillage d'occasion au marché aux puces. C'est l'homme le plus adorable que j'ai connu. À 16 ans, j'ai rencontré un prof de philo qui avait morflé sévèrement. Son père a été tué par les résistants de la dernière heure, sous prétexte qu'il aurait collaboré avec les Allemands. Sa mère est morte 6 mois plus tard. Et lui, à 18 ans, il a perdu tous ses cheveux, il est devenu impuissant. Vous imaginez, orphelin de père et de mère, impuissant, et derrière, la vie, enfin devant la vie. Quoi faire ? Il est devenu philosophe et il fait partie des gens qui m'ont, moi, aidé à réfléchir sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, etc. Pendant 10 ans, il m'a accompagné bénévolement sur ma réflexion sur le sens de ma vie. Donc, il y a des opportunités, quelquefois, elles ne sont pas directement dans la famille, mais elles sont autour.
Et ce qui est très important dans la philosophie chinoise, c'est une notion pour comprendre l'essentiel de la vie. Si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas ton adversaire, tu ne vas pas souvent remporter la bataille. Si tu te connais ou si tu connais l'adversaire, tu as des chances de gagner de temps en temps. Mais si tu te connais bien et que tu connais l'adversaire, alors la victoire sera souvent de ton côté. C'est vrai dans les arts martiaux, savoir à qui on a affaire, être capable d'être créatif pour entrer dans la négociation, même à haut niveau, où il y a toujours des histoires d'hommes, hein, et comment on avance ses pions, comment on sort sa carte, son joker au bon moment, etc. Donc cette connaissance profonde de soi, c'est l'essence des arts martiaux qui n'est pas l'art du combat. C'est l'art de la confrontation. Et si je peux dire un mot là-dessus, dans l'éducation en France, on n'apprend pas à se battre. Et beaucoup de gens se débattent parce qu'on n'a pas appris à être courageux et lucide et à faire face à la difficulté. Et l'art martial, c'est pas être plus fort que l'adversaire. Même David Douillet disait « Je monte sur le tatami pour faire progresser mon adversaire. Je lui donne le meilleur de moi-même pour qu'il révèle le meilleur de lui-même. » Dans ma façon d'être, je suis quelqu'un de très cash. On s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui, même si on échangeait à distance. Est-ce que tu m'as vu emprunter des détours directs? Direct. Et cette façon directe, ça demande du courage pour parler franchement, mais ça demande aussi le courage de s'ouvrir à l'autre pour le prendre là où il est, avec sa différence, avec son style, parce qu'on est différent et qu'on peut construire un pont entre les deux rives. Mais pour ça, il faut être deux à s'engager, s'exposer. Et là, on peut se rencontrer. Non, on s'est rencontrés comme ça, sans détour. Et aujourd'hui, on se retrouve 10 ans, 15 ans plus tard pour construire des choses ensemble, où moi, sur le tandem, c'est lui qui va tenir le guidon et moi, je vais pédaler derrière. D'accord? C'est réversible, c'est pas moi qui sais, lui qui sait pas. Non, on a fait un bout de chemin, puis lui, il devient un entrepreneur avec des projets amples. Ben moi, je me mets au service de son projet. Et tu m'as vu faire ça avec toi. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Et la vie change quand on est capable de jouer de cette manière-là. Nous partagerons les présentations. Il y a des consciences, des prises de conscience précoces, prises de conscience tardives. Je vois des gens de 40-50 ans qui disent « je m'emmerde dans mon boulot, je voudrais m'en sortir, c'est insatisfaisant ». Vaut mieux tard que jamais. Mais si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il vaut mieux leur demander très tôt « qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Mes 2 premiers enfants font des métiers passion. Jamais j'aurais dit ce qu'ils devaient faire. Je les ai mis en contact avec des expériences. Ils ont voyagé, comme la 3e, abondamment dans le monde entier. Je les ai exposés à l'aventure avec le sport, la nature, les rencontres. Puis c'est eux qui ont choisi. C'est parce qu'on est autonome dans son désir qu'on peut s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est à peu près comme si je devais dire à mes filles qui elles doivent épouser. Hein? Ah non, il n'est pas assez bien pour toi. Hein? Il y a combien de pères qui font ça? Qui sait ce qui est bon pour elle-même? Et donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a des gens qui ont des vies courtes et des gens qui ont des vies longues. Vous avez un type merveilleux qui s'appelle Boris Vian. Vous avez tous entendu Boris Vian au moins une fois. Sa musique, sa poésie. Il est mort à 40 ans. Et il a un autre, comment dire, météorite, Jack London. Vous avez tous lu au moins un bouquin de Jack London à l'école. Mort à 40 ans, après avoir écrit 60 bouquins. Entre 20 et 40, il écrit 60 bouquins. Sa discipline, tous les matins, c'est d'écrire 1000 mots. Même quand il faisait sa croisière dans le Pacifique sur son propre bateau, il écrivait 1000 mots tous les matins. Donc cette discipline-là, c'est les moyens pour atteindre ce dont on a envie. Les champions que je fréquente, ils s'entraînent 2 fois plus que les amateurs. J'ai une jeune athlète paralympique qui va courir un triathlon avec une jambe de moins, avec sa prothèse. Elle va faire un triathlon, si Dieu veut, à Tokyo, fin août. Mais elle s'entraîne 4 à 6 heures tous les jours, 6 jours sur 7, quelquefois 7 jours sur 7. Donc se donner les moyens d'aboutir, c'est très important, c'est l'engagement. Vous avez un type qui s'appelle Jean-Louis Etienne, dont vous avez entendu parler parce qu'il fait des expéditions en Arctique, etc., autour des pôles. Mais il a fait le pôle Nord tout seul en tirant une poule 4 70 kg.
Il a fait le pôle Sud avec une expédition internationale qu'il a conduite. Il a écrit un livre qui s'appelle Le pôle intérieur, sur sa propre vie, sa propre trajectoire. Normalement, il aurait dû être ébéniste dans le Tarn. Et il y a un prof du collège technique qui a vu qu'il n'était pas con, qui l'a remis dans la filière générale. Derrière, il a fait médecine, pas pour s'installer dans le Tarn. Il est devenu médecin d'expédition avec Tabarly, avec des Himalayas au sommet de l'Everest, etc. Il a choisi l'aventure tout en ayant une connaissance solide d'un métier complexe. Et aujourd'hui, c'est un scientifique qui travaille pour la protection des océans comme d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit de faire de sa vie? Au service de quoi on va le faire? Vous avez des gens qui ont des carrières longues, comme Igor Morin, qui doit avoir 98 ans, qui a écrit aussi des dizaines de bouquins, mais qui est un sociologue très innovant, qui a changé le regard sur le monde et sur les groupes humains. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas la durée de votre vie, c'est l'intensité avec laquelle vous allez vivre, et c'est la liberté que vous allez vous accorder de sortir vos tripes pour faire ce dont vous avez vraiment envie. Ça a du sens pour vous, ça? Il y a des gens qui sont en burn-out parce qu'ils en font trop. Il y a des gens qui sont en bore-out, c'est-à-dire qu'ils se font chier à mort parce qu'ils ne font pas grand-chose qui les intéresse. Mais s'ils n'ont pas une passion par ailleurs pour les équilibrer ou une vie de famille pour les équilibrer, ils sont pratiquement en dépression larvée. Et donc, d'aller chercher ce qui nous motive vraiment et se donner les moyens de le faire aboutir. J'ai un beau-frère qui était laborantin, qui a fait une école d'agriculture avec un bac agricole. Et puis pendant 20 ans, il a gagné sa vie comme fonctionnaire. Et comme c'était un fou de musique, était un bon niveau de musique, il a fait une formation pour devenir prof de musique. Et bien, au bout de 3 ans, il avait un orchestre de salsa cubaine. Il allait à Cuba se perfectionner avec des musiciens. Il s'éclate avec la musique. Alors qu'il s'emmerdait comme un rat mort à préparer ses éprouvettes. C'est une question de choix. Il y a dans les enseignements de la Bhagavad Gita en Inde un texte intéressant qui dit « Le trouble vient de la colère et la confusion vient du trouble. Soyez paisible en votre esprit et vous accepterez d'humeur égale la victoire et la défaite. Si je veux que du plaisir, c'est mort. » Jean-Louis Etienne, son dernier livre s'appelle « Persévérer ». Si vous voulez quelque chose, allez-y, mais faites-le à fond. Et donc, si vous êtes clair dans votre tête, les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus faciles. Personnellement, je suis parti au Japon après mes études de kiné avec, en gros, 1000 francs en poche, 150 € pour 3 mois. Et j'avais pris le billet moins cher qui était de partir par la Russie et par le Japon, et 2 bateaux de la Sibérie jusqu'au Japon, j'ai fait ça l'aller au retour. Comment je vais vivre 3 mois avec 150 €? Je suis dans une auberge de jeunesse, et puis j'avais rencontré à l'ambassade du Japon quelqu'un qui m'avait donné le contact avec une jeune japonaise qui vivait en France. C'est sa famille qui m'a hébergé pendant 2 mois et demi. J'ai donné des cours d'anglais parce que je ne me débrouillais pas trop mal. Et je suis rentré avec 150 € de cadeaux. Et donc, pour partir, il n'y a pas besoin de conditions faciles. Il faut juste prendre le risque. Se jeter à l'eau, et à ce moment-là, il y a des choses qui deviennent possibles. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup formuler de cette façon-là, c'est ce qui semble impossible, c'est d'abord ce qui est inimaginable. Je répète, ce qui semble impossible, c'est ce qui est d'abord inimaginable. Quand vous commencez à rêver, vous autorisez à faire des grands rêves, les choses deviennent possibles. Ça vous parle? Mais si vous censurez même dans vos rêves, alors vous êtes cuit, vous tirez une balle dans le pied. Est-ce que je vais y arriver? Vous commencez à introduire le doute, la discussion. Ça vous permet de rester le cul entre 2 chaises, pas d'avancer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Un rêve et l'exprimer. Ça, c'est des trajectoires de tout le monde. Et vous êtes dans l'une ou l'autre de ces 4 catégories. Il y a des gens qui démarrent sur des mauvaises bases, dans une famille de merde, avec peu de soutien, et ils commencent avec l'échec scolaire. Derrière, comme ils ont été abandonnés, ils ont été poursuivis par les études, ils ont du mal à s'intégrer professionnellement, donc ils enchaînent les petits boulots. Et puis, dès qu'ils commencent à trouver un truc un peu stable, ils s'adaptent plus ou moins bien à l'environnement, ils sont acariâtres, ils sont à rebrousse-poil, etc.
Du coup, ils ont des plantages, des longues périodes de chômage. Eh bien, à partir de la quarantaine, ils deviennent malades plus vite que les autres. 2 fois plus de maladies, 2 fois plus tôt. Et c'est ceux-là qui vont finir alcooliques, avec des pathologies multiples, etc. C'est programmé. Je vais bosser à Fleury-Mérogis, à la prison, avec un groupe de 12 détenus court séjour, c'est-à-dire entre 6 mois et 2 ans avant qu'ils sortent. 2 Français de souche, 5 Maghrébins, 5 Africains. Pratiquement tous, échec scolaire, entre la 4e et la seconde. Insertion difficile. Les mecs ont une moyenne de 30-35 ans. Si on ne va pas les récupérer pour changer de logiciel, ils sont bons pour la galère jusqu'à la fin de leur jour. Mais s'ils se remettent d'équerre, comme en parle Cyrulnik, avec quelqu'un qui leur tend la main pour regarder les choses différemment, ils ont du potentiel, ils ont de la ressource. Ils ont été malins pour survivre, mais souvent dans un système clos, un peu clanique, et ils n'ont pas trouvé l'oxygène pour aller faire autre chose ailleurs. Plusieurs d'entre eux avaient des projets de construire une boîte de transport en Afrique, en trouvant des camions ici, en les amenant là-bas, etc. Ils étaient pleins de ressources, mais il manquait un peu de confiance en eux. Il y a des gens qui ont des moyens limités, mais qui peuvent avoir une vie très équilibrée, parce que ce qu'ils ne trouvent pas comme satisfaction dans le travail, ils vont le trouver dans leur famille, dans leur hobby. Vous avez des gens qui vont être agents de maîtrise, mais qui vont être moniteurs dans un aéroclub, ou chef de chœur dans une chorale, ou peu importe, ou responsable dans un club de sport. Avoir une vie heureuse, ça ne veut pas dire une ascension sociale importante. Parce qu'on peut être bouffé par d'autres trucs, dont la fascination de l'argent, du pouvoir et de la frime. Mais on peut vivre heureux paisiblement. Les gens qui bossent et qui ont un bon capital peuvent le faire fructifier au fil du temps. Les carrières ne sont pas toutes vertigineuses, mais étape par étape, on peut se construire quelque chose d'assez épanouissant et plutôt équilibré. Et puis vous avez les fusées, qui sont les gens à un gros potentiel, qui pichent très vite, qui apprennent très vite. Si vous avez un haut potentiel qui reste plus de 3 ans dans un poste, il se fait chier, il démissionne. C'est entre 18 mois et 2 ans parce qu'il a fait le tour du sujet un peu plus vite que la moyenne. Donc ça, c'est des fusées, mais ce n'est pas forcément les plus heureux. Quand j'étais au lycée, il y avait un gars de 16 ans qui passait son bac. J'ai retrouvé après, il était devenu libraire. Mais il était immature affectivement par rapport à son niveau d'intelligence. J'ai coaché beaucoup de PDG de grands groupes qui étaient des infirmes émotionnels. Des gens pas à l'aise avec eux-mêmes. La connaissance de soi, ils n'avaient jamais eu le temps. Par contre, major de Polytechnique, major de Centrale, au sommet du pouvoir, malheureux comme la pierre, parce qu'ils étaient inconfortables intérieurement. Il y a quelque chose qui est plus important que la richesse, c'est la paix intérieure. Être en paix avec soi, ça n'a pas de prix. Vous pouvez avoir un gros compte en banque et vous pourrir la tronche. Rappelez-vous de Picsou. Il nage dans son trésor, mais il n'est pas heureux, il en veut toujours plus. Je ne sais pas où vous êtes, mais posez-vous des questions sur ces sujets-là et regardez ce qui est important pour vous dans votre vie. Je vais accélérer un peu plus. Ça, c'est le genre de bilan qu'on fera demain pour savoir par quoi je suis passé, où j'en suis. Mais qu'est-ce que j'ai encore sous la semelle? Qu'est-ce que j'ai comme ressources que je n'ai pas encore transformées? Parce que c'est ça qui est sympa. Ça, c'est la méthode. Elle est en partie écrite dans la liberté de s'accomplir. Je l'ai écrit en pensant des gens que je ne verrai jamais pour qu'ils fassent leur auto-analyse, leur auto-coaching pour savoir comment mettre de l'ordre dans leurs affaires. Et ça demande de sous-peser tous les composants de ce qui fait les bases de votre existence. Je roule pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me branche? Quels sont mes alliés? Sur qui je peux compter? Qu'est-ce que j'ai déjà comme expérience que je peux transformer? À quel point je veux prendre un virage qui est à 180 degrés ou au contraire une évolution progressive? Est-ce qu'il y a des marches très hautes ou est-ce que c'est un plan incliné que je vais prendre progressivement? Et il faut mettre tout ça par écrit. Tant que c'est dans la tête, ça tourne en rond. Quand vous le mettez par écrit, même si vous ne le montrez à personne, vous y voyez plus clair. C'est tout bête, hein? Et puis si vous le montrez à quelques personnes de confiance, voire à des professionnels qui vous aident à vous repérer dans votre fonctionnement, vous gagnez un peu de temps. C'est comme quand vous êtes capable de construire une maison. Si vous avez un architecte, elle sera mieux dessinée et surtout, la lumière sera mieux distribuée. C'est pas évident de construire une maison, mais d'en dessiner une non plus.
Et l'architecte ne peut pas vous dessiner votre maison. C'est vous qui, avec l'aide de l'architecte, construisez la maison qui vous intéresse, que vous voulez. Ce n'est pas une maison clé en main standard. Voilà, ça c'est la trame, liberté de s'accomplir. C'est la table de matière. Je l'ai écrit pour que ça serve 9 steps. On peut les faire dans le désordre. Mais si je ne sais pas d'où je viens, j'aurais du mal à savoir où je veux aller. Assumer ce que je suis, même si l'identité est complexe, moi je suis tchéco-slovaco-hongaro-autrichien par mes ancêtres, et français de nationalité. Ma femme, elle est africano-indienne et bretonne par grand-mère, et caraïbe d'un autre côté. Donc notre fille, elle a 7 à 8 ethnies dans ces 2-3 générations précédentes. Mais faire le tri en tout ça pour choisir qui je veux être, comme tu le disais, c'est très important. Ma fille aînée a vécu au Japon 30 ans après moi, elle a passé 6 mois à l'université japonaise. On peut échanger en japonais. On a pris le coup de cœur pour la culture et l'esthétique japonaise. C'est quelque chose que je n'ai pas avec mes autres enfants. Ce n'est pas une identité reçue, c'est une identité choisie. Exactement comme certains d'entre vous se reconnaissent comme mélomanes, alors que les autres seront fans de foot, et puis un troisième de théâtre ou de voitures de collection. Vous choisissez par vos engagements et vos passions ce qui vous nourrit dans votre identité. Levez la main ceux qui aiment la musique. Bon. À vrai dire, il n'y a que la musique classique qui est vraiment de la vraie musique, la grande musique. Levez la main ceux qui sont d'accord avec moi. Ah, ça se gâte, ça se gâte. Non, le jazz, putain, le jazz, ça c'est de la musique, hein. En fait, vous pouvez tous aimer la musique, mais si vous n'aimez pas la même musique, vous pouvez vous foutre sur la gueule. Parce que vous aurez une vision fragmentaire de ce que c'est que la musique. La vie et l'humanité, c'est pareil. Est-ce que vous ouvrez l'humanité de tous ceux que vous rencontrez, ou vous choisissez des gens comme vous pour être sûr d'être d'accord avec eux? C'est stérilisant de fréquenter des gens que comme vous. Plus vous rencontrez des gens très différents, plus vous enrichissez. Il y a un philosophe qui s'appelle Lévinas qui disait « Le danger de la relation à l'autre, c'est que si je l'écoute vraiment, je vais peut-être être obligé de changer mon point de vue si le sien est différent. » Et en fait, c'est ça l'enrichissement. Il n'y a pas besoin d'avoir raison. Mais partager les points de vue, ça élargit le scope de ce qu'on peut regarder et embrasser. Je ne vais pas plus loin, vous pourrez le regarder en feuilletant le bouquin. Ça, c'est très important. On est dans les temps ? Je vais aussi vite que je peux pour vous laisser du temps pour interagir. Ça, j'ai appris ça avec un chef d'entreprise indien qui avait une double vie. Il avait une entreprise familiale de 2-3 000 personnes à gérer, ce qui occupe quand même, mais il était prof à Harvard. Il y a 70 piges, il enseigne encore à Harvard, à Singapour, de temps en temps. Un de mes clients qui l'a rencontré il n'y a pas si longtemps. Et il vient d'une famille de brahmanes, donc plutôt confortable. Mais c'est un homme intelligent qui réfléchit bien et il dit, voilà, dans la vie, il y a 4 sphères à investir pour avoir une vie équilibrée. Travail, famille, patrie, vous connaissez déjà, hein. Mais boulot, métro, dodo, on peut rester dans un tunnel et fréquenter que des gens comme soi, donc je cause avec mes voisins, mes collègues de boulot, mais en dehors de ça, rien. Et l'axe vertical, c'est est-ce que je rencontre des gens différents? Si je vais jouer dans une équipe de foot, je vais jouer avec le boucher, avec le postier, et je vais avoir des gens qui ont un regard sur le monde différent. Donc il y a le temps du match où on s'éclate, puis à l'heure du match, on peut se boire une bière et délirer, pas d'une manière homogène, mais d'une manière hétérogène. Et puis cette connaissance de soi, levez la main ceux qui chaque année prennent une semaine pour se faire face et s'isoler dans la montagne, dans un monastère, se retirer dans la forêt. J'ai fait un marché. Tous les ans, une semaine, tout seul. Sans la famille, sans les enfants, sans le boulot. Levez la main. Personne. La France est le pays au monde où on prend le plus de vacances au pluriel. C'est entre 5 semaines légales et 8 à 10 semaines pour des boîtes un peu confortables, comme le Crédit Agricole. Un copain banquier, c'est 10 semaines par an. Mais Martel, juste à Cognac, là, c'est 8 semaines pour tout le monde. Hein. On rentre de vacances, on a fait 8 jours de ski et 15 jours après, on est crevé. Pourquoi? Parce qu'on remet la tête dans le guidon et on repart à toute allure. On ne change pas de cap.
on ne sait pas ressourcer, on ne sait pas recentrer. Si vous prenez du temps pour la vacance, c'est-à-dire vous mettre sur le point mort la boîte de vitesse, ni marche arrière ni marche avant, juste je me recentre et puis une fois par semaine, une fois par mois, je prends 2 heures le dimanche dans mon jardin pour dire où est-ce que j'en suis de ma vie, comment ça se passe avec mon conjoint, comment ça va avec mes enfants, qu'est-ce que je vais faire de la suite de ma vie. Le passé, je ne peux rien y changer. Mais l'avenir, c'est ce que je décide maintenant qui fait l'orientation vers le passé, vers le futur. Et donc, ce temps de repli, ce temps de ressourcement, il coûte 0. L'année sabbatique, pour ceux qui sont salariés, elle est légale. Presque personne la prend. À 40 ans, je suis parti 8 mois autour de la planète pour prendre du recul. C'est ce qui fait que je suis devenu consultant en entreprise. J'ai été resté faire mon boulot de thérapeute, formateur-thérapeute, j'y serai encore. Mon fils a fait ça à 39 ans avec sa compagne, il a fait le tour de la planète, puis il a décidé qu'il voulait se réorienter. S'il n'avait pas pris ce recul, il n'aurait pas pris la même décision. Donc, trouver la manière d'équilibrer ces 4 investissements, parce que quand vous partirez en retraite, si vous n'avez pas des bons copains, eh bien vous allez vous retrouver tout seul dans les fins fonds de la Creuse ou de la Corrèze, à vous emmerder comme un rat mort. C'est le réseau que vous aurez tissé les années précédentes qui va faire les amis fidèles à qui vous irez rendre visite, etc. Puis si vous ne connaissez pas, il y a plein de gens qui divorcent au moment de la retraite. Ils se sont supportés le temps de payer le crédit de la maison, d'élever les enfants, puis ils se retrouvent face à face, puis ils ne se connaissent plus, parce qu'ils ont changé, et ils ne se supportent plus. C'est dommage. Ça, c'est sur l'attitude mentale, mais je ne vais pas être très long là-dessus. C'est juste pour vous expliquer que la connaissance de soi, c'est des aspects très concrets. Vous avez des fous furieux qui veulent réussir à tout prix. Vous regardez les compétitions de Formule 1 de temps en temps? Vous vous souvenez de Jean Alesi? Une fois sur 2, il sortait du circuit, il explosait la bagnole. Et puis Schumacher, 3 fois sur 4, il gagnait la course. Ils ont des voitures de même qualité. Mais il y en a un qui se contrôle mieux et qui contrôle mieux le véhicule, et l'autre qui veut tellement qu'il en fait trop. Quelquefois, faire mieux, c'est pas faire plus, c'est faire moins. Le deuxième, c'est le commercial qui a la plus belle cravate et qui veut frimer pour montrer aux autres qu'il est beau, qu'il est intelligent. Mais il n'est pas dans la relation d'échange. Il veut juste prouver qu'il est chouette, vous avez des raisons de l'admirer. Et le troisième, j'ai un copain qui est un ancien du Paris-Dakar, et quand on fait un rallye de cette durée-là sur 3 semaines, il y a un pilote, il y a un copilote. Le pilote regarde le nez du véhicule jusqu'à 1 km. Et le copilote, il regarde de 1 km à 10 km les passages de guet, la réserve d'essence dans le véhicule, etc., la navigation. On n'a pas toujours un copilote à côté de soi. Encore que dans les couples, souvent, on peut se servir de copilote mutuel. Ça aide bien, quand on est bienveillant. Mais dans un coin de votre tête, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je veux vraiment, quels moyens je me donne. Et puis, le copilote dans votre tête, c'est celui qui va dire mais comment tu vas garantir d'aller jusqu'au bout? Il y en a qui ont déjà escaladé une montagne. On réussit une escalade en préparant son sac, avec les bons outils. Donc il faut lire la carte, repérer est-ce que c'est de la glace, du rocher, etc. Et si vous ne mettez pas les bonnes longueurs de corde et les bons outils dans le sac, vous mettez en danger grave. Ça, je ne vais pas insister là-dessus pour vous laisser poser des questions ou réagir. Ça, on peut passer. Maslow est le psychologue du XXe siècle aux États-Unis qui a développé le développement personnel du facteur humain avec le développement spirituel, en parlant des expériences paroxystiques. Et donc, il avait une approche vraiment globale. Et voilà ce qu'il dit pour s'accomplir dans une vie. D'abord, mouiller la chemise. S'investir, mettre le paquet, mettre les pieds dans le plat. Regarder la vie comme des possibilités, le champ des possibles. Se connaître assez pour oser être soi-même. C'est pas ce que je veux montrer, c'est ce que je suis vraiment. Quand j'accepte de le montrer cash, c'est tellement plus simple. L'honnêteté, c'est les valeurs. Je choisis mon camp.
Mon père a choisi d'être illégal en désertant de l'armée autrichienne. Il était enrôlé de force. Et puis après, il a été réincorporé, pas fusillé à cause de son jeune âge. Il a été fait prisonnier dans un camp anglais. Il s'est engagé dans la Légion tchèque pour se battre dans quelque chose qui devient l'embryon de la future armée tchèque. Il a fait ses choix. Il a fait avec la France de Vichy en choisissant de protéger les Juifs qui étaient menacés. C'est toute la famille qui était en danger. Hein. Mais il faut savoir quel Dieu on sert. Après, assumer ses opinions, ça n'empêche pas d'être extrêmement ouvert. Je sais quelles sont mes convictions, mais quelles sont les vôtres? On n'a pas besoin de voir les choses pareilles. C'est justement parce qu'on les voit différemment qu'on va s'enrichir. Par contre, il faut regarder si ça me mène à quelque chose de constructif ou si je me plante. Parce que la correction avec le copilote, c'est dire, ben là, tu t'es égaré. Donc, pour pouvoir faire les corrections de tir. S'ouvrir à l'intensité, on a parlé d'expérience chamanique tout à l'heure avec Céline. Vous connaissez les danses initiatiques en Afrique? Et l'initiation au bois sacré, comme Pascal m'a raconté? Dans toutes les cultures, il y a des épreuves. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, l'épreuve est très simple. Le jeune s'isole et pendant 3 semaines, il jeûne et il attend que l'inspiration lui vienne. Et c'est là qu'il va trouver son propre nouveau nom d'adulte. N'ayez pas peur du vide. Qui jeûne régulièrement? Ma femme fait ça avec la tradition indienne, 1 semaine tous les 3 mois. Et quelquefois 3 semaines d'affilée. Vous imaginez rester 3 semaines sans manger? Pas évident. Hein? Non, ça c'est le ramadan. Tu manges pas le jour, mais tu manges la nuit. Je ne parle pas de ça. Il y a un vieux prof de yoga de 70 ans qui jeûnait 40 jours. Il enseignait le yoga 8 heures par jour avec une énergie incroyable. Ce que vous mangez, c'est le carburant pour le moteur. Ce que vous respirez, c'est le comburant pour l'énergie. Donc si vous allez jeûner, méditer dans la nature, dans la forêt, et vous ressortez différemment, il y a d'autres énergies qui vont apparaître que l'énergie musculaire. Je ne rentre pas dans ce détail, mais à suivre. Et c'est ce point-là, les expériences extatiques. Il y en a qui sont par exemple chrétiens ou musulmans et qui vont prier. Il y a des musulmans parmi nous? Est-ce que vous connaissez Ok. Est-ce que vous connaissez le zikr? Il y en a d'autres qui connaissent ça? J'ai fait ça avec un maître soufi du côté de Chamonix il y a très longtemps. On dormait sous tente par -15 en plein mois d'août. L'expérience extatique, elle est dans toutes les cultures. Est-ce que vous ouvrez cette dimension de l'être humain? C'est votre affaire, ça vous regarde. Et moins vous vous racontez d'histoires, plus vous vous ouvrez, vous prenez le risque de rencontrer les autres tels que vous êtes, plus la vie est belle. Vos commentaires, vos réactions. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être du tout d'accord. Non, ce qui m'a amusé de mon côté, c'est quand tu parlais d'expérience extatique et derrière de ne pas se raconter d'histoire. Oui. Donc la question qui me vient, c'est comment tu fais dans une expérience extatique pour savoir que c'est pas une histoire. Alors, si tu es un jeune Sioux Ojibwe dans le nord du Canada et que tu vas jeûner pendant 3 semaines, tu vas dialoguer avec toi-même, mais avec ton être intérieur qui est plus sage que ton ego. Un certain nombre de ces expériences se font en communauté. Moi, j'ai été, comme psychothérapeute, l'accompagnateur de religieux, chrétiens, moines, curés, nonnes, etc. Mais j'ai fait des retraites avec des moines bouddhistes, par exemple, ou des moines taoïstes. Le fait d'avoir quelqu'un d'éclairé, de plus sage, avec qui tu partages, ça t'aide à ne pas te raconter d'histoire. Je fais un jour avec un psychiatre mexicain une expérience sous drogue, avec le peyote. Et j'ai vraiment des visions incroyables qui défient l'imagination. Et j'en parle ensuite avec un jésuite chrétien qui a vécu 20 ans en Chine, qui est vraiment un mec extrêmement chouette.
Et donc, j'étais un peu fasciné par la richesse de l'expérience. Et lui me fait redescendre de 3 crans d'un coup. Il me dit « et l'autre dans tout ça ?» Et en un mot, il m'a fait réaliser qu'il y avait le piège de la fascination de l'expérience. Et depuis, je cherche au quotidien, dans la rencontre avec chaque personne, le moment d'ouverture du cœur dans la rencontre avec n'importe qui. Que ce soit le buraliste du coin, que ce soit le chauffeur de bus, etc. L'extase peut être dans le quotidien. Depuis 50 ans, j'observe ma respiration 8 heures par jour. Je suis conscient de mon corps et de mes émotions, quoi que je fasse. Que ce soit une conférence, un séminaire, un footing. Cette présence à soi-même. Toutes les traditions spirituelles parlent de la présence. Faire acte de présence, c'est faire semblant. Vous êtes d'accord ? Mais quelqu'un de vraiment présent, il y a une densité dans la pièce qui fait que le silence pèse plus lourd. Moi, ce que ça évoque souvent, c'est qu'on a tendance à accorder à la notion de sacré des choses en combat. Bien sûr. Et c'est comme quand je vois ou même dans certaines pratiques sportives, quand on va essayer de pousser, d'aller chercher certains niveaux, peu imagine que finalement c'est une basique répétition qui va nous amener à un moment à passer ce stade où on est dans la zone, certains diront dans le basket, et c'est une fois qu'on l'atteint qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est effectivement une pratique, que ça développe, ça ouvre des capacités que l'on n'avait pas et que l'on n'imaginait pas avant. Est-ce que tu connais le spécialiste japonais du bouddhisme qui s'appelle Suzuki ? Oui, Suzuki a présenté des reproductions des 9 étapes du dressage de la vache que Catherine Despeux a publiées dans Le chemin vers l'éveil, avec le dressage du cheval, du tigre, etc. Et donc ça montre comment, quand on est sur le début du chemin spirituel, on ne voit pas bien les choses. Même le corps, on ne le connaît pas bien. C'est pour ça que le jeune qui cherche, il cherche sa vache, il ne l'a pas encore vue. Puis après, il va l'apprivoiser, il va être sur son dos, il va jouer de la flûte. Puis à un moment donné, où on fait un avec le monde, il y a ce qu'on appelle la dissolution. Il n'y a plus de moi et l'autre ou le monde. On est immergé dans quelque chose où on a lâché prise. Et puis après, on revient vers la vie quotidienne, mais on n'a pas perdu la connexion avec l'univers. À vous de voir où vous en êtes. Vos commentaires, vos questions, vos remarques. Moi, je dirais que choisir, c'est être libre de renoncer. Vous dites choisir, c'est renoncer. Moi, je rajouterais que choisir, c'est être libre de renoncer. Oui, oui, ça me va bien. Ça me va bien. Pourquoi ? Parce que la notion de liberté, c'est Oui. encore un peu plus fort que... Oui. Si tu veux, la formule très ramassée, choisir, c'est renoncer, c'est que l'enfant est mu par la logique de plaisir et Freud a dit que l'adulte est mu par le principe de réalité. Vous connaissez la différence entre un adulte et un enfant ? Le prix des jouets. Le prix des jouets. Et donc je connais des gens à un âge très avancé qui sont toujours des enfants, capricieux, et qui veulent se faire plaisir dans l'immédiat. Voilà. Et si vous voulez vous tenir sur la ligne de crête pour avoir une vie riche, il faut que vous fassiez vos choix de priorité. Je ne peux pas avoir une chose et son contraire, sinon c'est schizophrénique. Et ça ne veut pas dire renoncer à tout définitivement, mais par exemple, quand j'ai pris ma retraite, je me suis fait aider par une amie pour choisir ce que j'allais faire ensuite de mon temps libre. Et j'ai choisi de m'investir dans l'éducation à la santé. Et j'ai renoncé à progresser en golf. Et je joue presque plus. Et je m'en fous. Ma carte de golf, je m'en tamponne. Mais le plaisir que j'ai à apprendre les enfants, à respirer, à s'exprimer, c'est magique. Je le fais avec mes petites filles. Mais quand j'ai des classes où je vois des mômes qui se mettent à voir la banane, qui sont heureux de se concentrer d'un côté, de s'extérioriser de l'autre, c'est génial. Donc il y a des choix à faire. Mais on renonce pas. Pardon ? Du coup, on renonce pas. Mais ça dépend à quoi. Pas Si. besoin. Ah si. Moi, Ah je si. crois pas. Ah si. C'est l'ego qui renonce, mais sinon. Non, 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 non. Là, je suis pas d'accord. J'abandonne une option. Renoncer, c'est abandonner une option.
Je pourrais toujours rejouer au golf dans 5 ans, dans 10 ans. Pardon? Choisir, c'est pas abandonner, c'est décider de faire quelque chose. De prendre Mais c'est aussi renoncer à autre chose. Je crois pas. Ah C'est si, l'ego qui alors renonce. là... Non. Je suis pas d'accord. Non. Il y a 24 heures dans une journée. Il y a 24 heures dans une journée. Mais tu disais que tu acceptais éventuellement pour penser différemment. Je te redis ça. Je vais le dire comme ça. Je ne cautionne pas ta version. Ah mais pas normal. Ça ne veut pas dire que la mienne est la bonne. Moi je donne. Je t'invite, et je vous invite tous, à regarder du côté de la frustration et de l'acceptation de perdre, de laisser tomber. Mais la frustration, c'est qui? La frustration, c'est l'être qui se cherche. Non, c'est l'ego. Oui, mais l'ego, c'est une définition, et si on rentrait dans le détail, il faudrait au moins 2 heures pour entrer dans... Qu'est-ce que c'est que l'ego? Je vais te poser une autre question, Hubert. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, c'est un ensemble de choses qui ressent les choses et qui... C'est assez flou. Qui est en connexion. C'est une définition un peu floue. Oui, mais parce que c'est flou. Mais quand Pour on est toi. dedans, c'est pas flou. C'est l'ego qui Oui. l'exprime. Ça va être difficile de définir l'être, justement. Mais sinon, non. Quand on l'est, on le sent. Point. Pour moi, on se rapproche de l'être quand on abandonne tout pouvoir sur les autres. Ouais. Ça. Sinon, inconsciemment, on est dans des jeux de pouvoir en permanence, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses collègues, avec son patron. On est en permanence dans des jeux de manipulation inconsciente. Abandonner, pour moi, c'est un acte volontaire, donc c'est toujours lié à l'ego. Non, Pour moi, quand non, on non, non, arrête, non, on non, n'abandonne non, rien. non. Tu connais les 7 chakras dans la tradition indienne? Le deuxième, c'est les relations affectives basiques. Le 4e, c'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est l'amour oblatif, l'amour inconditionnel, comme certaines mères pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut avoir cet amour inconditionnel pour tous les êtres? Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une posture, c'est un état d'être. Voilà. Eh bien, ça se cultive par le cheminement intérieur. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais c'est un changement d'état énergétique, c'est un changement d'état de conscience. Donc il n'y a pas d'abandon. Quand on aime, il n'y a aucun abandon. Il y a l'abandon de tout le confort qu'on peut avoir. On peut abandonner par amour. On peut. Abandonner par Absolument. On peut s'abandonner soi aussi pour l'autre. Oui, Moi, je suis c'est pas le d'accord, cas des mais gens je- burn-out qui s'occupent des autres. C'est ce qui devient J'accepte intéressant très bien que vous justement acceptez quand il y, ça. a la différence de point de vue qui permet justement d'alimenter C'est ça. la réflexion et en réalité pour ce que je peux évoquer dans tout ce que j'écoute qui me semble complètement évident puisque dès qu'on parle d'humain, ben voilà, je considère que c'est toute l'énergie qu'on doit y apporter aujourd'hui au travers de la société dans laquelle nous sommes. Ce que je peux dire simplement, et ce que ça m'évoque, c'est cette volonté déjà justement de repartir à l'intérieur de moi, tout simplement, parce que ça donne envie, bien sûr, de continuer à explorer, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est un message important aujourd'hui, parce que justement, on est dans une société qui est très déstructurée, déstabilisée, et ainsi de suite, et qu'il faut justement transmettre ces outils aux personnes, parce qu'en réalité, la société, elle n'ira que lorsque les personnes seront instrumentées. Oui. En fait. Et en réalité, Oui. c'est vraiment Et on commence tout petit. absolument. Si dans la il n'est jamais famille... trop tard. En fait. Et on n'arrête jamais. Voilà, non mais bien sûr. Ça, c'est clair. Et après, ce que moi j'identifie, c'est le fait que, alors c'est très complexe, hein, l'humain en même temps, mais c'est fait d'expérience. On a une histoire, il y a une histoire. Hein. Des expériences, mais en fait, il semblerait que l'humain ait beaucoup de difficultés à en retirer des leçons quelque part, pour ne pas répéter les erreurs. Hein, on a une histoire, même en France, il y a une histoire, et puis on répète, on refait à chaque fois. Donc ça, c'est justement lié au fait que la société ne nous emmène plus à se recentrer sur soi, parce qu'en réalité, on observe bien que les comportements qui existent sont liés aussi à une forme d'incapacité de se retrouver avec soi pour... Si on le regarde avec les jeunes enfants, Ouais. depuis 20 ans, il y a une habitude qui devient une addiction aux écrans. Oui, bah oui.
Et donc, si vous achetez trop tôt le portable à vos enfants, ils vont commencer. Ma fille, elle échangeait 120 SMS par jour quand elle était au collège. Et donc, entraîner les enfants à s'ennuyer pour ne pas leur donner d'occupation et qu'ils inventent, qu'ils soient créatifs pour inventer des choses dans le jardin, etc., c'est très important. Parce que sinon, ils sont dans l'addiction à la consommation. Vous voulez que les mômes vous foutent la paix, vous leur mettez un dessin animé sur la télé, puis vous les abandonnez pour la journée. Hein. Ils ne vont pas se plaindre. Sauf qu'à 15 ans, ils auront une attention qui a chuté. C'était 50 minutes capacité d'attention chez les enfants en primaire. On est à moins de 20 minutes aujourd'hui. Entre 10 et 20 minutes. Et après, les enfants s'ennuient et ils vont tricoter sur leur portable. Et ça a pu se concentrer même à un niveau dans les études supérieures. Hein. Parce qu'ils ont perdu cette habitude d'être centrés sur quelque chose. Et il y a un lien générationnel. Ils sont dispersés. Et moi, pour ma part, je trouve aussi qu'il y a un lien générationnel qui s'est perdu. Ah bah oui. Et j'aime bien, bon, j'en ai pas parlé particulièrement là, mais Amadou Hampâté-Bâ, qui considère que chaque génération doit vivre avec les autres. Et ça, c'est des choses qu'on perd de plus en plus aujourd'hui. Et en plus, on est déraciné. Mais à l'époque, c'était comme ça. Oui. On vivait avec les grands-parents, enfin, pas la génération, mais les parents, les grands-parents, ils vivaient comme ça. Moi, le lien, mais d'avoir les plus jeunes qui sont avec les générations intermédiaires et les plus anciens, et que tout le monde, finalement, s'enrichisse les uns des autres de ce qu'ils peuvent apporter. Et ce sont aussi des choses que... Mais dans les sociétés primitives, ils n'ont pas le choix, en fait. Oui. Ils sont obligés d'être très solidaires pour pouvoir avancer les uns avec les autres. Donc, toujours à l'autre. Et d'apprendre aux enfants très tôt l'autonomie. L'autonomie. Lorsqu'ils mangent autour d'un bol, c'est pour apprendre le partage, le sens du partage et le respect de l'autre. Donc très tôt, on leur apprend à être aussi là pour les autres. Mano Dayak, qui était un Touareg, a écrit un beau livre qui s'appelle « Je suis né avec du sable dans les yeux ». Il parle des valeurs morales qu'il a apprises dans l'éducation avec sa mère, etc. On retrouve des choses équivalentes chez les enfants esquimaux. Si à 6-7 ans, ils ne savent pas faire un igloo, ils sont déjà condamnés à mort. Et donc se repérer en milieu hostile, c'est vraiment indispensable. Il faut l'apprendre très tôt. Alors j'arrive justement, est-ce que le modernisme, ce n'est pas une régression en réalité? Tout dépend comment tu fais vivre tes enfants. Moi, à 6 mois, ils étaient bébés nageurs. À 2-3 ans, ils grimpaient sur mes épaules pour être perchés là-haut. Et puis à 5 ans, 6 ans, ils descendaient les falaises en rappel avec moi. Et à 8 ans, 9 ans, il était dans le kayak. Hein. L'éducation avec la confrontation à la nature et l'apprentissage. Voilà. Tout dépend de l'éducation qu'on donne aux enfants. Mais il faut... Est-ce que je peux avoir des questions et des commentaires du deuxième rang? Oui. Est-ce qu'on est obligé de réussir? L'être humain est obligé de réussir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réussir? C'est une bonne question. J'ai vu tout à l'heure les flèches. Les flèches là, oui. Les personnes qui sont en train à un schéma qu'ils emmènent vraiment à l'échec. Voilà. C'est ça. Est-ce que... C'est une bonne question. Vous avez deux façons de réussir. Vous pouvez réussir dans la vie. J'ai acheté un immeuble, j'ai 12 appartements, je roule en BM. Voilà, c'est une forme de réussite. Et vous avez la réussite intérieure. Réussir sa vie. Si vous avez des enfants qui sont confiants en eux, qui vous parlent, qui s'épanouissent, et vous pouvez être heureuse. Moi, mes 3 enfants, ça fait partie de ma réussite personnelle. Quand j'ai pris 2 mois de vacances par an pendant 30 ans, c'était pour pouvoir m'occuper de mes enfants, être avec eux. C'est un choix. Je n'ai pas accumulé de l'argent pendant ce temps-là, mais je m'en fous. Mes enfants continuent à me parler et à interagir avec moi alors qu'ils ont 45, 47 ans, etc., les aînés. Donc, réussir sa vie, c'est aussi être en paix avec soi. Si je ne fais pas le travail pour me découvrir, me connaître, je vais pourrir la vie de mes voisins, je vais être acariade, je vais porter des jugements sur les autres. Je ne trouve jamais des gens qui me conviennent parce que j'ai une vision agressive. Donc être en paix et accueillant, c'est un travail sur soi, c'est pas donné à tout le monde. En fait, la réussite, c'est personnel. On est heureux avec ce qu'on a, en fait. La réussite, c'est pas le regard des autres. Moi, dans le titre du bouquin, j'ai pas écrit devenir riche. J'ai écrit
cultivez la liberté de vous accomplir. Et le meilleur boulanger qui fait du bon pain avec son cœur, il a, en plus de l'argent qu'il encaisse, la satisfaction des sourires de ses clients, de la fidélité parce qu'ils sont là. Quand il y avait un agonisant dans une ferme, j'allais accompagner le curé qui allait donner l'extrême onction, tout le village défilait pour dire au revoir aux mourants et pour soutenir la famille. Pour moi, c'est magnifique, une vie sociale où on se soutient mutuellement, on se rend service, etc. J'ai rencontré des gens merveilleux qui étaient extrêmement modestes, qui n'étaient pas connus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un patron qui m'a demandé si je voulais jouer au papa ou à la maman. Je voulais juste me rapprocher de mes enfants. J'ai compris après pourquoi il allait dans ce sens-là. Il m'a accepté que je puisse me rapprocher de mes enfants contre une baisse de mon salaire de 25%. Il pensait que j'allais dire non. Bien sûr, j'ai dit oui. Je suis passé pour un taré pour une bonne partie des autres qui se battaient pour monter le plus haut. Quels étaient moi mes objectifs personnels? Oui, il faut bien travailler, il faut bien... Alors, et tant qu'à faire, hein, je vais essayer de gagner le plus possible en travaillant. Mais jusqu'où je vais aller pour ça parce que je ne perçois pas forcément le fait de gagner de l'argent comme une réussite. C'est un moyen, comme tout un tas d'autres choses. L'idée, si je comprends bien, il y a cette... En fait, on voulant nous inculquer une forme de réussite qui n'est pas à mettre en place. Et du coup, ça reflète une certaine violence de la société qui te met dans un cercle vicieux, dans un cercle qui te pousse vraiment à te conformer vraiment à la société. Et quelque part, il y a suivant suivant ton background, suivant comment tu es foutu, comment tout t'a passé et ta situation actuelle, tu peux ou pas, en fait, comment exprimer ça, tu peux ou pas réagir de façon positive. Je ne suis pas en train d'accepter des choses. Voilà. Non. C'est juste dire qu'aujourd'hui, on est dans une société tellement dure, oui. tellement compliquée. Et ce challenge, ça peut être sur la forme physique, ça peut être, et c'est complètement comparable à ce qu'on vit aujourd'hui dans cette quête de réussite qu'on peut appeler et qui devient aujourd'hui une identité, qui devient une norme. Et on n'est pas tous appelés à rentrer dans cette case, dans cette norme. Et suivant comme on est, pour se répéter, suivant comme on est, on peut, oui ou non, on peut vraiment Moi, pour réussir sa vie, réussir sa vie. C'est ça. Exactement, c'est la phrase qu'on entend. C'est ça. Moi, je vous rejoins tous les trois. Je n'opposerai pas réussir professionnellement, matériellement et réussir sa vie, mais chacun peut trouver une forme d'équilibre qui lui correspond entre les deux réussites. Un peintre en bâtiment, il peut faire du très bon travail. J'ai un frère qui était charpentier, il est devenu sculpteur. Et donc, il n'a pas le même genre de satisfaction entre retaper un toit et montrer une sculpture dans une exposition. C'est pas du tout le même truc. Il n'y a pas des rentrées tous les jours pour un artiste. Un peintre artistique, c'est la même chose. Et donc, c'est à chacun de trouver ce qui est le plus motivant et ressourçant et satisfaisant pour lui, en tenant compte aussi de son contexte. Et aussi... Oui. Moi, j'ai bien aimé le fait que vous ayez dit que vous fassiez ce type de formation et d'échange avec des enfants. Oui. Parce que, à mon avis, dès le bas âge, lorsqu'on nous met dans une classe, dans une pièce, et qu'on nous dit, celui qui va transmettre, celui qui va réussir à faire ça, a réussi, et ceux qui n'auront pas réussi à accomplir cette tâche vont échouer. Donc, on commence dès le bas âge avec ce sentiment de j'ai réussi, j'ai échoué. Alors, ça dégrade beaucoup l'adolescence. Exactement. Parce que la réussite chez un adolescent, maintenant, alors moi j'en ai deux à la maison, ils fonctionnent tous pareil, c'est de gagner de l'argent juste avec un truc. Je vais aller chanter à la télé, je vais aller mais on a un peu toute cette société aussi avec l'évolution sur le capitalisme financier, le fait de chercher de la rente, de s'imaginer gagner de l'argent jusqu'à un certain stade, avoir éventuellement des biens immobiliers, et puis après ça arrête et on n'est plus dans, on va dire, produire pour produire, faire pour faire. Juste une seconde, je voudrais revenir sur ce que vous disiez.
Pascal vient de commencer la lecture d'un livre de Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre qui a parlé de la résilience, mais absolument magnifique. Son dernier livre s'appelle « Des saisons et des âmes ». Et il montre dans l'enfance précoce, entre 0 et 2 ans, comment un environnement sécurisant, maternant, bienveillant pour les enfants, installe biologiquement de la sécurité psychique. Mon ex-femme était kiné, elle a développé le massage des nouveau-nés dans les années 70. Elle l'a appris à des assistantes maternelles, à des jeunes mamans, etc. En Afrique, c'est banal, les mamans massent les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai appris en Côte d'Ivoire le massage dans les villages avec les serviettes trempées dans l'eau chaude pour se délasser après une dure journée de labeur. Ce qui permet d'avoir une... Ah non, mais c'est... Ouais. C'est vrai en Inde, etc. Mais En France, il y a des papas qui ne parlent leurs femmes qui sont enceintes. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Absolument. Il n'y a pas que... C'est ça. Mais il y a des résistances à ce genre de maternage. Il y avait des médecins scolaires qui interdisaient les interventions avec les mamans en disant c'est pas pour nous, quoi. En gros, c'est pour des sauvages, quoi. Et là, c'est un scientifique qui montre comment biologiquement ça marque un enfant qui va se sentir en sécurité ou pas sur l'environnement. C'est vrai pour l'allaitement, c'est vrai pour le portage. Mon fils à 14 ans était aussi grand que moi, il me grimpait dessus comme un petit singe, parce que quand ils étaient tout petits, je me mettais à 4 pattes, ils s'accrochaient à moi comme les louveteaux sous la louve, vous voyez. Et donc l'ancrage relationnel, il était là, direct. Il y a des familles où on ne se touche pas, on ne se démontre pas l'affection. On va rester comme les Anglais qui tendent le coude pour vous dire bonjour. Hi, sir. Boris Cyrulnik est intéressant dans son évolution, parce qu'un de ses premiers livres, c'était de la parole comme d'une molécule, qui est assez petit, et qui montrait justement, parce qu'il a fait un long travail avec des enfants, et qui montrait comment le cerveau se construisait, alors forcément par interaction, et entre autres avec la parole. Et aujourd'hui, dans son dernier livre, avec l'évolution des neurosciences et des capacités technologiques qui nous permettent maintenant d'aller jusqu'au niveau d'un neurone et de voir exactement ce qui se passe, démontre carrément qu'en fonction du contexte, on a vraiment un cerveau qui se sculpte spécifiquement au même titre qu'on a chacun une identité propre. Et que le travail qu'on va faire sur soi, et là, Hubert, je retrouve un peu, je vais voir ce que vous faites sur le travail physique, et comment en fait ça imprime directement le cerveau au point d'avoir des habitudes que l'on va avoir du mal à changer, et que des fois il faut quasiment casser ces pratiques, ces habitudes, sortir. Alors ce n'est pas qu'une question de zone de confort en termes de pensée ou de questionnement, mais vraiment de faire différemment, et après une nouvelle structuration cérébrale se met en place. Est-ce que tu veux conclure? Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier commentaire avant qu'on s'arrête? Un sentiment? Oui. Tout à l'heure, choisir c'est renoncer, ok. Il y a la notion d'écoute aussi, et de s'écouter profondément. Est-ce que vous pensez que la voix, l'oreille, comme disait Tomatis, si on n'a pas les 5 sens au même niveau de fonctionnement, on n'est pas tous égaux quand même. C'est quoi exactement la question? Donc, la question, c'est la trajectoire de vie choisie ou subie. Si physiologiquement on n'est pas tous égaux, obligatoirement, des fois c'est plutôt subi que choisi. Alors, on ne parle plus d'écoute. Chacun se raconte une histoire sur qui il est, d'où il vient, et qu'est-ce qui vaut vraiment pour trouver sa place. Et dans l'histoire qui se raconte, il est plus ou moins lucide sur toutes ses richesses intérieures. Dans le travail de découverte de soi, il y a aller à la pêche pour découvrir non seulement des zones de blocage, des peurs, des choses comme ça, mais aussi des richesses intérieures qui n'ont pas été mises à jour par l'éducation familiale, par les profs, etc. Et donc, accepter de se regarder comme plus riche que ce qu'on croit, c'est un travail de dévoilement. Je vois des gens qui ont des rêves, qui n'osent pas rendre plus grand que ce qui serait réellement possible. Ils n'osent pas déployer leurs ailes. C'est la recherche d'Icare. En même temps, on est attiré par le soleil, en même temps, on en a peur.
il y a dans plusieurs courants philosophiques une manière de dire il faut prendre la pierre et la tailler. Un morceau de carbone et un morceau de diamant. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pas seulement. Ça, c'est après. Mais dans la mine, l'effet, c'est du carbone. Les deux sont du carbone. Et il faut casser la pierre pour voir ce qu'il y a dedans. Il y en a une qui ne va pas valoir grand-chose, servira à chauffer, et l'autre, si on la taille, qui attrape la lumière, ça vaut une fortune. Eh bien, dans le bouddhisme tibétain, il y a la voie du diamant. Allez rêver la beauté intérieure de chaque être par ce travail de dévoilement, d'abandon des oripeaux. Même si on n'est pas tous égaux d'un point de vue physiologique. Alors, j'ai longtemps aimé les femmes. J'ai été un séducteur par insécurité avec le besoin de plaire. Et il m'a fallu bien arriver vers la quarantaine pour parler cash et n'avoir rien à foutre de l'opinion que les gens ont de moi. Que vous pensez de moi, j'en ai rien à branler. Ce qui m'importe, c'est de vous toucher. Si ce que je vous dis résonne en vous et vous réveille dans vos aspirations essentielles, j'aurai fait mon job. Je suis là pour vous déranger, pas pour vous rendre confortable. Mais ça prend du temps d'oser dire ce qu'on pense vraiment et le mettre sur la table, en disant « je vois les choses comme ça ». Et après, bienvenue pour avoir votre opinion. Mais acceptez la grandeur en soi. Si vous êtes grand, vous êtes magnifique, vous allez me croire ou vous allez penser que je vous cire les pompes et que je vous baratine? Eh bien, ce n'est pas moi que vous devez croire, c'est vous-même. J'étais un jour dans un groupe de formation avec des DRH d'un laboratoire pharmaceutique et il y en a une qui dit, à la fin du stage, j'avais compris que dans l'entreprise, il fallait savoir se vendre et là, dans ce stage, j'ai compris qu'il fallait d'abord s'acheter. Est-ce que vous avez acheté, accepté votre grandeur personnelle? Est-ce que vous la cultivez pour la montrer au monde? C'est pas évident, c'est au-delà des apparences. C'est au-delà des apparences. C'est pas la beauté extérieure qui est importante, c'est la beauté intérieure. Mais est-ce qu'on apprend à cultiver ça? Est-ce qu'on apprend à montrer sa sincérité, sa générosité? Pas tellement. On apprend plus à tricher. Conibat, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je vais juste dire qu'il n'existe pas de façon noble de s'accomplir, que ce qui compte c'est la manière et qu'un signal c'est la paix intérieure. Donc je le dis parce que c'est un extrait de La liberté de s'accomplir. Donc le livre est là aujourd'hui à 12 €. Effectivement pour vous. Voilà. Donc c'est juste un petit témoignage parce que j'ai eu la chance de rencontrer auparavant Édouard, de participer à un séminaire beaucoup plus long et de profiter de ses sagesses. Et que voilà, donc je tenais à partager ma petite expérience avec vous. Voilà. En fait, vous nous demandez d'être bienveillants avec nous-mêmes. Et même si la bienveillance passe par se mettre des coups. C'est l'acceptation de soi qui fait qu'on est en paix. Pour ça, j'ai une question. Oui. Non, mais faut y aller. Devant beaucoup de gens, à partir de quel âge vous parlez, vous pensez que les gens peuvent accepter tout ça, en tout cas l'intégrer de façon efficiente? Si vous regardez toutes les populations sur la planète, vous connaissez la notion de Tulku chez les Tibétains? Non. Ce sont les enfants réincarnés d'un grand sage. Et vous avez des enfants de 3, 4, 5 ans qui vont déjà être des petits moines et qui ont une présence, une sagesse incroyable. Pour les Chinois, on ne compte pas l'âge à partir de la naissance, mais à partir de la conception. Et donc, ça vous est déjà arrivé de regarder un enfant qui a un regard d'une telle profondeur, vous avez l'impression que c'est une vieille âme? J'ai une petite fille, quand elle avait 3 mois, on a échangé un regard, et je voyais quelqu'un de très profond qui me regardait avec une intensité incroyable. Et donc, il y a des enfants extrêmement précoces, où il y a déjà cette gravité, cette profondeur dans la perception. Vous avez un livre qui s'appelle Le drame de l'enfant doué, d'Alice Miller, qui est une magnifique psychanalyste d'origine polonaise, et qui montre comment les enfants de 5 ans, 6 ans comprennent les adultes, pas avec des mots et du discours, mais ils intuitionnent en profondeur les choses.
J'ai vu ma fille aînée à 3-4 ans consoler notre jeune nounou qui avait eu du chagrin à cause de sa mère qui était malade et qui avait un comportement très affectueux, très soutenant, etc. C'était juste magnifique comme attitude empathique. Et donc, il y a certains enfants pour qui ça apparaît très très tôt. Moi, à 5-6 ans, j'observais les comportements, j'organisais dans ma tête des classements des familles de comportements. C'est tôt pour un gamin. J'ai joué après 20 ans, je n'ai pas joué enfant. J'étais dans un milieu trop tragique pour être innocent. J'ai retrouvé l'innocence après. Il y a des gens, il leur faut des grands coups dans la gueule pour se regarder en face. C'est l'accident, c'est la maladie, c'est le divorce, c'est le chômage. Et tant qu'il n'y a pas l'épreuve qui les met au pied du mur, ils ne voient pas toutes les conneries qu'ils ont accumulées pour se foutre eux-mêmes dans la merde. Entre les deux, vous avez tout. Et puis si, enfin, on ne cherche pas tous à se diriger au même endroit. Donc, bon, donc on va peut-être passer. Alors, Yannick, vas-y. Merci pour votre présentation, c'était vraiment très édifiant. J'ai juste une question. Ne pensez-vous pas que la définition que vous faites à la fois du bonheur, de la réussite et moins le prisme sur lequel vous êtes posé pour définir tout votre argumentaire n'est pas très orienté et n'est pas très calqué à la vie que nous avons ici? Ah non, c'est décalé. Ça, c'est sûr. Avec plaisir. Et par définition, un peu décalé si l'on se déporte sur une autre partie de la Terre, par exemple l'Afrique, où je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de choix quant à la définition de la réussite du bonheur que l'on doit avoir suivant où est-ce qu'on se trouve. Moi, je crois qu'à Bordeaux, on peut effectivement choisir une forme de bonheur qui est très calée en fait sur les différentes courbes d'évolution que vous avez présentées. Donc, lorsqu'on est né à Bonabéry ou à Dupanda, on n'a pas trop ce choix-là. Et donc, ne pensez-vous pas que la société, par définition, dans laquelle nous vivons, nous impose un peu, de fait, une certaine définition, une certaine orientation? Alors, oui, il y a une programmation sociale qui est variable selon les pays. Par exemple, si une jeune fille vit en Afghanistan, il y a des chances que son père la vende à l'âge de 8 ans à un homme de 30, 40, 50 ans qui vont faire sa 3e, 4e, 5e épouse. Mais c'est vrai au Togo aussi. On retire des filles de l'école à 11 ans, 12 ans pour être la 3e, 4e, 5e épouse domestique gratuite à un homme riche. Donc oui, il y a une programmation sociale importante. Néanmoins, il y a des marges de manœuvre. Cette belle femme, elle a grandi du côté de l'Éthiopie, dans une famille de pasteurs nomades, dans des huttes de branchage, avec pratiquement pas d'éducation, et elle était destinée à être mariée de force sans son consentement dès l'âge de 12-13 ans. Elle s'est sauvée, elle a réussi à se sauver et à partir aux États-Unis par des filières compliquées. Elle est devenue top modèle aux États-Unis. Mais quand elle était incisée, parce que c'était la tradition, elle a eu beaucoup de mal à avoir une vie personnelle, sexuelle épanouie. Elle a pu être une maman et élever des enfants. Et elle a choisi dans ses valeurs de ne pas simplement vendre sa beauté extérieure, mais d'être ambassadeur des Nations Unies pour les violences faites aux femmes. Et donc, ce cœur-là, cette aspiration-là, moi je lui tire mon chapeau. Et elle vient d'un milieu extrêmement difficile. Mais elle a choisi un chemin de vie où elle n'a pas succombé à la réussite, à l'attraction des projecteurs. Elle a choisi quelque chose qui faisait sens pour servir la cause des femmes. Dans un village, je comprends votre question. Je comprends, et j'aimerais aussi apporter un éclairage personnel. Bon, pas que, je ne vais même pas prendre le côté métis, parce que je suis vraiment tout le temps des deux côtés, de par mon enfance, par mon travail, par ma volonté. J'ai encadré des équipes jusqu'à 300 personnes dans différents pays, Togo, Bénin, Guinée, Mauritanie. Et ces échanges que
que j'ai toujours. Ça passait quand même. J'ai bossé avec des dockers, c'est pas non plus... Enfin voilà, de tout niveau. J'étais avec... j'ai salué le directeur du port de Tapar il y a quelques jours. Sur une des photos, là, j'étais avec Dampulo, c'est un des hommes les plus riches. Mais en même temps, je parlais avec le chauffeur. Je parlais avec la bonne. Et les mêmes discussions, on est capable de les tenir. Après, bien évidemment, la réalité sociale de la personne dans une même société, déjà, tu as un spectre qui est d'une étendue terrible. Mais ça n'empêche qu'on se retrouve fondamentalement sur comment est-ce qu'on se met en œuvre et on cherche tous finalement à avoir un équilibre le plus heureux possible sans avoir une définition du bonheur ou de la réussite. Je crois que la société nous impose quand même majoritairement. Ah, c'est très fort, la programmation est très forte. C'est pour ça qu'il y a la notion de choix. Mais alors, je voudrais vous proposer ce que je voudrais vous dire, juste un mot. Que l'on continue la discussion mais autour d'un verre. Juste pour suivre votre raisonnement, même buffet, dans un village, il peut y avoir un voisin bienveillant à qui l'enfant va pouvoir discuter. Moi, dans mon village, les enfants de paysans devenaient paysans, les enfants de fonctionnaires devenaient fonctionnaires, etc. C'est mes 2 instituteurs à l'école primaire dans mon village qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé. Et c'est le 2e qui a dit à mon père, il faut qu'il aille au lycée. Sans ça, mes 7 frères et sœurs, ils sont allés jusqu'au certificat d'études. Et donc les études secondaires et études supérieures, c'est parce que l'instituteur dans mon village a dit il est capable d'eux. Il y a un jeune Chinois dans un village de montagne qui a été repéré par Madame Mao Tse-tung, qui repérait des enfants pour aller à l'école de Pékin, l'école de ballet de Pékin. Très peu éduqué parce que c'était une famille pauvre. Il a fait 6 ans à l'Opéra de Pékin, puis il est parti aux États-Unis avec une bourse. Il est aujourd'hui chorégraphe en Australie. Alors que c'était un monde paumé dans un village paumé. Même dans un village paumé, il y a peut-être quelqu'un de bienveillant qui va tendre la perche aux gamins. Avec un peu de chance. C'est parce qu'on appelle le destin. Oui, mais pour un Nord-Coréen. Il faut savoir aussi c'est sur la personne. Pour un Nord-Coréen, avoir un débat sur trajectoire de vie choisie ou subie. Bon. Alors, tu as. Parce que il y a des exemples nord-coréens qui se sont enfuis, qui sont allés en Corée du Sud. Ah, mais plus proche. Et ils sont passés par la Chine pour aller en Corée du Sud et qui ont découvert, entre guillemets, la liberté de réfléchir, de pouvoir choisir et tout, etc. Et qui, par dépit et par pensée profonde que c'était un monde pervers et corrompu, sont retournés en Corée. Mais tu vois, et c'est pas la liberté forcément qui leur posait problème. Au fond d'eux, ils ont admis, accepté et choisi pour leur destinée personnelle de subir. Et toi, tu irais où? Et toi, tu irais où? Mais moi, tu me parles de moi. Moi, je suis un enfant d'Abidjan. Oui. Un enfant d'Abidjan, enfin, qui est à la maison, était béninois, qui sortait et devenait ivoirien, qui allait à l'école, il devenait français, qui a vécu en Tunisie, Bordeaux, etc., qui est parti à gauche, à droite. Donc moi, dans mon école, au Liban, on avait 180 nationalités dans une seule école. Donc nous, on a appris spontanément. Bon, je ne vais pas faire la pub, mais on rentrait dans une école, il y avait tous les drapeaux du monde. Tous les drapeaux de c'était l'ONU. Donc nous, on nous a appris de suite que, en plus, dans un pays où les jours musulmans sont fériés, les jours chrétiens aussi sont fériés, donc nous, on a grandi avec le fait que la vérité n'est nulle part. Dans la Russie de Poutine d'aujourd'hui, mon collègue qui est prof de sociologie à l'université, s'il tient ce discours-là à l'université, il est licencié du jour au lendemain. Les étrangers n'ont plus le droit d'aller former les Russes. Le rideau de fer est rebouclé. Donc c'est un pays où les gens n'ont pas la liberté. Ils sont obligés de se sauver. Comme font les Cubains, comme font... Ah bah oui, oui. Mais tu fais pas fi du contexte dans lequel tu es. Je veux dire, moi, je vais pas tenir... Enfin, tu agis aussi en fonction du contexte. Et c'est bien là où on parle. Tu t'adaptes, tu fais pas n'importe quoi. Il y a quand même une forme de méthode. Tu ne passes pas d'une étape à... Il y a des chemins intermédiaires. Tu te lèves pas, je veux dire, par exemple, tu vas pas lutter contre la corruption en te levant et en allant attaquer certaines personnes tout de suite en disant on est bien d'accord. Je prends ça comme ça. Non mais je. Ce qu'il veut expliquer, c'est que pour ne pas suivant l'environnement dans lequel on est, suivant les contraintes, suivant on peut en fait être confortable pour
devoir réfléchir à certaines choses pour son confort personnel, parce qu'il y a des gens qui pensent savoir comment je bouge le soir. Donc il n'a pas le temps de penser à voir. Ah, mais tout à fait d'accord. Hein. Tout à fait d'accord. Le choix, je pense que le choix, c'est du luxe aussi. Ah, mais c'en est un. C'est luxueux de pouvoir faire. Vous êtes d'accord que la première chose, on a aussi un impact sur son environnement. Qui dit à l'enfant, et c'est là où aie confiance en toi. Je veux dire,